Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, je vais vous causer de l'Opsy Blue. Vous la connaissez? Mais si, vous savez, on l'appelle aussi la crevette bleue. C'est notre trésor national. Le monde entier nous l'envie. Mieux, les restaurants étoilés et tous les grands toquets en ont fait une star. Pour en savoir plus, je vous propose de découvrir l'aventure exceptionnelle de la crevette calédonienne. De son élevage, en passant par son conditionnement, vous allez voir que ce caviar vaut le coup d'œil. Entre Terre et Mer et la crevette bleue, c'est tout de suite sur NCTV. Bonjour Bruno. Antoine. Enchanté. Alors, pouvez-vous m'expliquer, nous dire où nous sommes aujourd'hui? Alors nous sommes ici sur la ferme de Wébouillonne, qui est située dans la tribu de Gatop, sur la commune de Vaud. Bruno, pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement d'une ferme aquacole dédiée à l'élevage de crevettes? Alors une ferme comme Wébouillonne déjà est dédiée uniquement à la partie grossissement. Donc notre travail consiste à acheter des postes larves dans une écloserie, les élever pendant une durée de 4 à 7 ou 8 mois pour arriver à une taille commercialisable. Et sur le principe c'est simple, hein, on donne à manger, on rajoute de l'eau et on ajoute éventuellement de l'aération et on arrive à sortir un rendement qu'on espère supérieur à 3,5 tonnes par hectare de bassin. Alors combien y a-t-il de fermes en Nouvelle-Calédonie? Alors actuellement, il y a 18 fermes en exploitation qui totalisent un peu plus de 660 hectares. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de cette crevette? Comment est-elle arrivée? Alors la Lithopeneus stylérosris est originaire de la façade pacifique de l'Amérique centrale. Donc elle a été introduite ici autour de 1980 et au moment où des essais ont été faits en comparaison avec des espèces locales. Alors cette crevette avait été choisie de préférence aux espèces locales qui avaient été essayées dans les années 70 à la station de Saint-Vincent parce qu'elle avait une meilleure vitesse de croissance et en particulier en saison fraîche, ce qui est une particularité de la Calédonie par rapport à d'autres pays producteurs. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la crevette bleue? Alors la crevette bleue, elle n'est pas bleu marine, hein, mais disons que par rapport aux autres espèces d'élevage, elle se différencie quand même par une couleur bleutée. Cette crevette, j'imagine qu'elle évoluait dans un environnement naturel. Comment sommes-nous parvenus au fil des ans à la domestiquer, à l'élever? Cette espèce en fait était déjà élevée en Amérique latine et le modèle sud-américain, donc semi-intensif avec des grands bassins, par opposition au modèle asiatique avec des petits bassins très intensifiés, en fait a servi de modèle pour l'aquaculture calédonienne dans les années 80. Voilà, on s'est quand même largement inspiré de ce qui se faisait là-bas. Alors ces fermes aquacoles sont exploitées tout au long de l'année, notamment ici à Wébouillonne. J'imagine qu'il y a différentes étapes à différentes périodes. Et là où en sommes-nous en ce moment? Au départ, l'aquaculture calédonienne avait été conçue pour tourner toute l'année. Mais depuis 1993 est apparue une maladie bactérienne qui a été baptisée justement le syndrome 93. Et donc depuis cette période, on a fini finalement, faute de trouver un remède, on a trouvé une parade relative en saisonnalisant la production. C'est-à-dire qu'en fait on ensemence tous les bassins autour du mois de septembre, octobre, novembre. Et pour avoir tout récolté avant le gros de l'hiver. Disons qu'en général, au mois de juin, on essaie d'avoir vidé les bassins. Alors Bruno, on voit qu'il y a de l'agitation là-bas, du mouvement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, là-bas on voit le camion de distribution d'aliments qui est en train de nourrir les crevettes. Est-ce qu'on peut aller voir comment tout cela fonctionne? Eh bien sûr, allons-y. Super. Alors Bruno, là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors là, oui, ils font un échantillonnage pour qu'on voit principalement la vitesse de croissance des crevettes. Donc ça nous aide à doser les quantités de nourriture à distribuer. Bien sûr, on a tendance, si ça pousse pas assez vite, à essayer de mettre peut-être éventuellement plus de nourriture, à condition qu'il n'y ait pas de reste. On a plusieurs outils pour gérer, c'est difficile parce qu'en fait on ne voit pas les animaux. Donc on a différents indices qui nous aident à doser la nourriture. Et vous les faites à des moments particuliers de la journée? Comment ça se passe? Alors on le fait de préférence le matin à la fraîche comme on dit parce que voilà, ça stresse moins les animaux et on le fait à une fréquence hebdomadaire. Comment est-ce qu'on voit qu'une crevette est en bonne santé?
Alors, on voit déjà l'aspect extérieur, est-ce qu'elle a des cicatrices, est-ce qu'elle a des déformations, on voit est-ce qu'elle a des antennes longues, hein, si elles commencent à se cannibaliser parce qu'elles sont affamées, elles peuvent commencer à se bouffer le bout des antennes. Et puis on voit le tube digestif par transparence, on peut voir s'il est plus ou moins rempli. Voilà, c'est un ensemble de petites choses, mais ça fait un peu partie du feeling de l'aquaculteur, quoi. Voilà, rien ne remplace l'œil, quoi, hein. Bruno, on pêche les crevettes plutôt en fin de journée. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors effectivement, au niveau de l'affaire, nous on préfère pêcher en fin de journée parce que l'oxygène est au plus haut dans les bassins et les crevettes viennent bien à cette heure-là. Maintenant, ça peut se passer à n'importe quelle heure. En fait, ça dépend surtout de l'usine. On respecte des horaires très stricts par rapport au cahier des charges et à la chaîne du froid, toutes ces choses-là. Donc voilà, en fait, à vrai dire, on pêche quand on nous demande de pêcher. Justement, je vous propose de découvrir comment est-ce qu'on pêche la crevette. Pour cela, nous avons rencontré John Kuhn, un fermier qui a son exploitation sur la presqu'île de Pindai. On regarde? Nous, on commence la pêche là à 18h30 pour l'usine, par rapport aux heures où l'usine pourra recueillir notre crevette. On lève les grilles, les crevettes elles suivent le courant, on tire des planches pour faire un appel d'eau. Les crevettes elles rentrent dans le filet, c'est aspiré par la pompe, ça part sous terre et ça finit sur la table de tri. On voit sortir l'eau là-bas et dans l'eau il y a les crevettes. Le personnel est en train de trier. Elles enlèvent les détritus ou des morceaux de bois ou des morceaux d'algues. Et on remplit les paniers qui est au-dessous. De là, on part dans un bac qu'on appelle un bac de détressage. C'est un bac d'eau salée, d'eau de mer, où on détresse la crevette. C'est simplement des bacs d'eau salée où on les trempe dedans pour bien les rincer. Et de là, après, on rentre dans le bac d'abattage. Quand la nuit tombe, les crevettes, vu le parcours qu'elles font, elles se stressent. Une crevette qui stresse, elle a les pattes rouges. Donc automatiquement, si on l'abat, on rentre dans un bac d'abattage avec des pattes rouges, et bien elle reste rouge. Et donc esthétiquement, c'est pas bon pour les marchés sport. Donc on fait des bacs de détressage pour, en 5 minutes, elles ont perdu leurs pattes rouges. Et là, on les abat dans des conditions où elles sont vraiment belles. La SOPAC nous demande un planning de pêche. Donc on calcule pour le mois qui va venir. Donc on s'inscrit, suivant le grossissement qu'on a, suivant les calibres qu'on veut faire. L'échantillonnage, il commence aux premières fournées de crevettes qui sortent sur la table. Là, on échantillonne, on regarde la qualité, les pourcentages de défauts qu'on aura, et ainsi de suite. Après, on a au deuxième bis, dès qu'on a rempli 400 kg, ça fait un bin. Au deuxième, on refait un échantillonnage parce que la qualité peut changer. Voilà pour vous donner un exemple des crevettes. Vous voyez une crevette comme celle-ci, elle est très belle. On regarderait, on dit ouais, c'est une belle crevette, il n'y a pas de problème. Seulement, elle a les pattes rouges. Un autre défaut, par exemple, voilà, celle-là, elle a simplement une petite tache noire. La qualité qu'on regarde, c'est la grosseur de la crevette. La qualité de la carapace, si elle est suffisamment dure, et après on regarde les défauts. Parce que s'ils ont beaucoup de cicatrices ou ainsi de suite, ça peut quand même impacter pas mal une pêche. C'est un métier assez dur. Il faut avoir des nerfs à rude épreuve parce que derrière ça, on crée une population de crevettes et on ne voit pas. Alors, c'est que de l'observation. Et tant que le bassin n'est pas vide, on ne sait pas. Jusqu'à la dernière pêche, on ne sait pas combien on va faire. On n'a que des idées approximatives. Donc, c'est un métier passionnant, mais assez dur. Non, je ne regrette pas avoir lancé une ferme aquacole et j'encourage les gens
aller de l'avant parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays neuf. Il faut le développer. On est entouré d'eau. Après le nickel, c'est des ressources de la mer pour leur exploiter. Parce qu'au moment où on va arriver à la phase où on n'aura plus de nickel, dans je ne sais pas combien d'années, une centaine d'années, il faudra bien le remplacer par quelque chose, il faudra bien le développer. C'est pour le développer dès maintenant pour le futur. Donc Bruno, les crevettes, elles mangent uniquement du granulé ou est-ce qu'elles trouvent d'autres compléments alimentaires naturels dans l'eau? Bon, alors, elles mangent principalement du granulé. En termes de gain de biomasse, c'est ça qui est le plus important. Mais en début d'élevage, elles se nourrissent aussi de la production naturelle du bassin qui démarre avec le phytoplancton. On peut voir que l'eau est en général verte ou parfois marron. Donc ça, ce sont des algues unicellulaires qui nourrissent elles-mêmes du zooplancton, qui participent à une petite chaîne alimentaire dont bénéficie la crevette. Et dans chaque bassin, c'est combien de crevettes qui évoluent par bassin? Alors, quand on ensemence un bassin en Nouvelle-Calédonie, en gros, la densité de référence est à peu près 20 crevettes au mètre carré. Donc voilà, pour un bassin de 10 hectares, ça représente 2 millions de post-larves. Et donc au départ, c'est une biomasse minime, hein, puisque elle pèse même pas un dixième de gramme le jour de l'ensemencement. Et au fil du temps, elles grossissent. Et les crevettes, vous les nourrissez combien de fois par jour? Bon alors, actuellement, on les nourrit 4 à 5 fois par jour. Donc là on voit le camion qui est en train de faire une distribution sur ce bassin, par exemple. A priori, le fait de fractionner les rations améliore le rendement de l'aliment. Bon, après, pour prolonger la plage de distribution, on a ajouté sur certains bassins des distributeurs automatiques. C'est ce qu'on voit ici, là, les distributeurs bleus. Et une crevette, ça mange beaucoup? Alors, une crevette, en fait, on raisonne en pourcentage de son poids. En début d'élevage, elle mange 7% de son poids par jour. Et ensuite, ça va dégressif. Alors, on adapte la granulométrie en fonction de la taille de la crevette. Donc, on commence avec quelque chose qui ressemble presque à une poudre. Et puis, la taille des granulés augmente. À partir de 5 grammes, on est sur la taille définitive de granulés, qu'on aura jusqu'à un poids moyen de 40 grammes pour la vidange finale. Alors, ces granulés que mangent nos crevettes, nous sommes allés voir comment on les fabriquait. Nous sommes rendus à Boulou Paris, là où on prépare la nourriture pour les animaux. Dominique, bonjour, enchanté. Merci de nous recevoir. Dominique, nous sommes venus pour s'intéresser un peu à ce que mangeaient nos crevettes, l'Opsiblue, la crevette calédonienne. Ah oui. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire une petite visite de votre usine, savoir le fonctionnement? Bien sûr. Dominique, qu'est-ce qu'elles mangent, nos crevettes? Alors, la crevette calédonienne a cette spécificité, c'est qu'elle est plutôt carnivore. Et carnivore, ça veut dire qu'elle ne mange pas que du végétal. Alors l'avenir, ça sera de lui faire manger beaucoup de végétal et d'avoir des performances qui vont bien, des croissances. Mais aujourd'hui, il faut quand même une quantité importante de farine de la mer. Donc c'est des poissons qui ne sont pas consommés par l'homme, même du calamar, c'est des calamars géants, etc. On y trouve des farines de poissons qui viennent du Chili, du Pérou et différentes sortes de produits de la mer aussi appétants, hein, qui donnent de l'appétence et qui donnent des protéines pour la crevette calédonienne. Donc en plus de ça, il y a du blé, ça c'est la matière aussi de base, du soja. Et puis bon, on verra des vitamines, des minéraux, de l'huile. Dominique, là on arrive à l'étape de transformation. C'est ici aussi qu'on va mélanger les farines de poisson et les céréales, c'est bien ça? D'assemblage de tout ce qu'on a vu stocké. Sauf peut-être effectivement des prémix, des petites quantités qui sont additionnées et pesées finement. Le prémix, est-ce que c'est là aussi où on gère les éventuelles maladies, où on met des produits dedans, des médicaments? Non, en fait il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'antibiotiques. Et même sur les élevages, vous verrez, c'est une crevette naturelle qui se nourrit du lagon, de ce qui pousse dans le bassin et de l'aliment qui lui est sain. Voilà, ici on stocke les petites matières. Entre autres, tu vas voir du calcium, du phosphore. On va trouver aussi des vitamines, des acides aminés, tout ce qui est nécessaire pour la crevette. Là, Dominique, ça c'est déterminant pour la croissance de la crevette, ces vitamines.
C'est pour faciliter sa croissance, évidemment avec le reste, mais le reste, sans ça, ça ne marche pas. L'animal va être carencé, il va lui manquer quelque chose. Ok. Voilà, on y va. Donc on a une partie réception des matières, on amène toutes les matières qu'ils ont stockées qu'on a vues sur la ligne et on vide les sacs, on remplit chacune des cellules, chaque cellule correspond à un ingrédient. Donc on va avoir un ingrédient de soja, un ingrédient type farine de poisson, différentes sortes de farine de poisson, du calamar, etc., du blé. Et cet ensemble, lui, est relié à ce qu'on voit là, qui est le mélangeur bleu. Le mélangeur bleu et les surpesons. Donc en fait, le système, l'automatisme, ce qu'on va aller voir, lui, il respecte la recette et il fait venir une par une les matières selon la quantité souhaitée et l'ensemble s'arrête quand les quantités sont obtenues. Je vais te montrer un petit peu tout ça, tu vas voir. La machine. C'est super intéressant. D'accord. Donc là, une des étapes importantes, c'est la réception des matières premières. On va vider une par une les cellules pour respecter une formule et dans un mélangeur qui lui est surpesant. Le tout premier mélange, lui, il est très court puisqu'en fait c'est mélanger des matières qui vont être broyées. Et donc finalement, tu retrouves le stockage des matières premières, le dosage et son pesage, ensuite une activité broyage déterminante. C'est tellement fin le broyage qu'on a un filtre derrière qui aspire les matières pour que les matières puissent traverser le tamis de broyage qui est tellement fin. Sinon, elles ne peuvent pas passer tellement elles sont fines. Et une fois que cette matière, elle est broyée, effectivement, on y additionne de l'eau, de l'huile. Et ça, c'est la deuxième activité de mélange. Va le faire sortir. Voilà les granulés. Alors quand ils sont tout frais comme ça, ils sont chauds et malléables. Et une des opérations juste après, ça va être d'envoyer de l'air à travers ces granulés quand ils sont dans une grosse boîte si on veut, avec une soufflerie pour les refroidir. Et c'est là qu'on va avoir la deuxième partie que je vais te montrer, le granulé fini qui lui est solide et dur et froid. Voilà, tu vois. Là, c'est du granulé qui est refroidi, qui ne fait pas 90, mais qui aura besoin aussi de quelques jours pour se bonifier, hein, pour tenir encore plus dans l'eau. À partir de maintenant, l'aliment est prêt et c'est stocké. Il monte et il est stocké. Le sac, c'est des palettes. Sur chaque palette, tu peux avoir 1 tonne. Donc, c'est des sacs qui sont stockés, prêts à l'emploi, avec une étiquette qui donne la signification du type de produit qu'on vend. Dominique, merci de nous avoir permis de découvrir comment fabriquer un aliment crevette. Merci pour tout, Dominique. À la prochaine. Un bassin, il a une durée de vie de combien de temps avant que les sols ne s'appauvrissent? Bon, alors déjà, on ne peut pas dire à proprement parler que le sol s'appauvrit. À la limite, ce serait presque le contraire. Il a plutôt une tendance à accumuler de la matière organique, à la limite, de par notre exploitation. Mais en tout cas, donc, tout le travail du fermier, c'est de faire en sorte que la durée de vie soit quasiment illimitée, quoi, hein. Donc on protège les digues pour qu'elles ne s'érodent pas avec le temps. Et on travaille le fond de bassin pendant la sec pour qu'il revienne à peu près à son état initial. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Éventuellement, donc au début, il suffit de labourer, a priori, si le sol était bon au départ. Après, on peut améliorer les choses par des amendements calcaires, par exemple. Mais en fait, le but, vu le coût de l'investissement en Nouvelle-Calédonie pour construire une ferme aquacole, le but, c'est qu'elle dure des dizaines d'années. Pour installer toutes ces fermes, il a fallu aménager les espaces. Vous avez fait en sorte de respecter un maximum l'environnement. Je pense notamment à la mangrove. Oui, en fait, on associe en général les fermes aquacoles à la mangrove
Pourtant, en fait, on ne construit pas sur la mangrove, on construit sur les tannes qui sont en arrière de mangrove, en fait, là où le sol est saturé de sel et donc où il n'y a pas d'exploitation agricole possible. Mais on ne détruit pas la mangrove pour installer les bassins. Donc on se positionne sur les tannes et on ferme ces tannes avec des digues et on les approvisionne avec de l'eau de mer. Donc en fait, on ne détruit pas la mangrove. Après, dans le fonctionnement de la ferme, ce qu'on observe, c'est plutôt le contraire. C'est vrai que l'eau qui ressort de nos bassins est quand même enrichie. On a vu qu'elle était enrichie en phytoplancton, par exemple. Et donc clairement, il y a plus de vie à la sortie de nos bassins. Et les palétuviers en profitent aussi. En général, la mangrove prospère à la sortie des bassins. Ces crevettes, avant qu'elles terminent dans nos assiettes, elles passent par une usine de conditionnement. Je vous propose tout de suite de découvrir comment fonctionne tout cela. On regarde ? La SOPAC a été créée par l'ensemble de la filière, par les aquaculteurs, les fermes aquacoles, les institutionnels qui sont la province sud, la province nord et bien sûr les principaux moteurs qui sont les éleveurs et les fermes aquacoles de Calédonie. L'idée générale est de regrouper et fédérer l'ensemble des acteurs majeurs de cette filière de manière à avoir un tronc commun et une volonté de développer, de valoriser le produit calédonien, cette crevette bleue de Calédonie. Le principe de cette usine, c'est de trier la crevette, de la calibrer, de la surgeler, de la conditionner et de la mettre en joli packaging, et après de l'exporter, soit sur Nouméa ou de l'envoyer pour le marché local, soit sur des containers, destination le Japon, la France. On a une saisonnalité de production qui va du mois de décembre au mois d'août, septembre de chaque année, avec un pic de production qui correspond au mois d'avril, mai, juin. Et à ce moment-là, l'usine travaille 24 heures sur 24. C'était donc la première usine du Nord, avant l'usine du nickel, le tissu industriel. Donc c'était quand même nouveau, donc implanté ici avec des salariés, une centaine de personnes. Une équipe, c'est quand même 100 personnes, très locaux. C'est le principe d'abord de l'agroalimentaire en général. On parle d'hygiène, on parle de sécurité alimentaire. Donc le principe aussi, c'est de travailler dans les conditions de fraîcheur et de préservation de la qualité les plus optimum. Le principe, on travaille sur un produit aussi où la chaîne du froid, on parle beaucoup de chaîne du froid, doit être respectée. Dès que la crevette est pêchée, vous avez vu qu'elles sont mises dans des bines, dans des containers bleus avec de la glace, elle est maintenue à 0 degré. L'usine, il fait 8 degrés dans cette usine. Mais ça permet de préserver le produit à une température, de conditions d'hygiène impeccables et d'avoir après une congélation et une préservation de la qualité du produit jusqu'à la table du consommateur final, dans des conditions d'hygiène sanitaire, le plus optimum dans l'intérêt du produit qui est quand même une grande valeur. Alors mon travail et celui de mon équipe à la qualité à l'usine, c'est donc de regarder, d'estimer la qualité du lot de crevettes qu'on reçoit tous les jours à l'usine, c'est-à-dire qu'on a des grilles avec certains défauts qu'on va échantillonner et suite à ça, on va pouvoir orienter la production en fonction du cahier des charges de nos clients et de notre propre cahier des charges. Alors le contrôle qualité, c'est le matin à partir de 5h30, un échantillonnage de 5 à 6 kg sur 4 tonnes, pris de façon aléatoire dans tout ce qu'on appelle les bines. Et là, on va commencer à répartir les crevettes en fonction des défauts. Elles sont pesées, c'est converti en pourcentage, ça donne une fiche qu'on appelle la fiche qualité de l'eau. Et là, vous avez, entre guillemets, l'orientation de la production en fonction du cahier des charges des clients. Ce que vous voyez derrière moi, les colonnes, pour doser un antioxydant qu'on met dans la glace mélangée aux crevettes. Donc pour cela, ça va se trouver dans la chair de crevette. On a besoin de chair de crevette. Donc c'est pour ça que dans les petits ballons qui chauffent, là, il y a de la chair de crevette pour essayer de doser au mieux ce produit qu'on met.
Donc le but d'utiliser ce produit, c'est pour conserver la crevette dès qu'elle sort de l'eau. Il va avoir une réaction avec l'oxygène qu'on va trouver dans l'air et ça va noircir la crevette. Donc pour éviter ça, quand vous avez votre crevette sur l'étal du poissonnier, on met un antioxydant pour contrer l'effet de l'oxygène et ça évite que vous ayez une crevette au bout de 3 jours qui soit noire dans votre frigo, aussi bien en cru qu'en cuit. À Sopac, la filière calédonienne a choisi d'opter pour un outil ultramoderne et perfectionné. On pèse la crevette une à une, ce qui se fait nulle part à travers le monde. Oui, la filière crevette est le premier exploitateur agroalimentaire en valeur et aussi très important pour l'image de la Nouvelle-Calédonie. C'est un produit haut de gamme que l'on retrouve dans les grandes tables à travers le monde. C'est l'image de la Nouvelle-Calédonie, de son lagon classé au patrimoine de l'UNESCO, permet, si vous voulez, de valoriser, d'amener toute une image de rêve à l'ensemble de nos clients à travers le monde. L'objectif n'a pas été de faire comme la plupart des pays à travers le monde. On vise du long terme, l'image, de préserver l'environnement et que par rapport à ça, chacun à notre niveau, nous cherchons à le valoriser aujourd'hui, demain et après-demain. Bruno, combien de tonnes sont exportées et combien sont écoulées sur le marché calédonien? Actuellement, sur les 1100 tonnes produites, en gros, il y a un peu moins de 1000 tonnes exportées, un peu plus de 600 tonnes vendues localement. Quels sont les clients les plus friands de cette crevette? Alors, on a principalement le Japon. Donc là, c'est vraiment le client privilégié et c'est aussi un client qui est prêt à mettre le prix pour la qualité de crevette qu'on fait en Calédonie. Et les Calédoniens? Alors les Calédoniens sont très friands de la crevette calédonienne puisque en fait la consommation moyenne par tête d'habitant est de plus de 2,5 kg. Donc c'est encore, je pense, un record mondial. Et donc voilà, les Calédoniens apprécient leurs crevettes, c'est certain. Enfin Bruno, aujourd'hui, on peut parler de réussite pour l'économie calédonienne? Je pense que c'est quand même une réussite parce que c'est quand même une filière exportatrice. La deuxième après le nickel, bon, même si c'est loin derrière. Il y a quand même peu de filières exportatrices en Nouvelle-Calédonie. C'est un succès de mon point de vue. Maintenant, c'est un combat de chaque jour pour que ça dure. Bruno, merci pour tout. Et puis merci surtout de nous avoir ouvert vos portes pour découvrir un peu comment fonctionne une ferme aquacole. Un grand merci aussi à ceux qui travaillent avec vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Avec plaisir. À bientôt. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Au fait, si vous avez une recette sur la façon de cuisiner notre crevette, que ce soit en fricassé, en matelote, flambé ou d'une toute autre façon, nous sommes preneurs. Allez la flibuste, il est temps de lever l'ancre. On se retrouve même jour, même heure, dans 2 semaines, pour un prochain numéro de votre magazine préféré. À bientôt!